Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo. On poursuit la correction de l'exercice du pendule simple. Je voudrais vous donner un petit conseil aussi que j'avais déjà donné lors des premières capsules vidéo. Pour que ces capsules gardent toute leur efficacité, je vous invite vraiment à prendre connaissance du sujet, de lire les questions de votre côté, de bien y réfléchir, d'essayer d'y répondre et seulement après de visualiser la réponse qui est proposée en capsule vidéo. Voilà, n'oubliez pas, hein, le sujet est téléchargeable, hein, il y a le lien qui est donné en description. Alors nous en étions, nous abordons une nouvelle partie, la partie grand 2, champ électrique. Alors je lis l'intitulé. On place le dispositif précédent, le pendule simple du laboratoire, hein, qui était qui permettait de modéliser l'expérience qu'avait réalisée Galilée au XVIIe siècle. Donc on place le dispositif précédent entre deux plaques d'un condensateur chargé, hein, donc les deux armatures métalliques d'un condensateur chargé. Ce qui va permettre finalement de créer un champ électrostatique grand E, entre ces deux armatures métalliques chargées de telle manière que le potentiel électrique Vp de la plaque, ici, je vais noter ici le potentiel électrique de la plaque P, il est indiqué plus 600 volts. Tous les points qui se trouvent sur cette plaque-là sont au potentiel de 600 volts. Donc un potentiel positif. Et il est indiqué que le potentiel électrique Vn de la plaque N vaut moins 600 volts. Alors je le note ici, Vn qui vaut moins 600 volts. Donc cette armature métallique est chargée négativement. Donc voilà nos deux armatures métalliques du condensateur plan chargées du coup qui vont permettre de créer un champ électrostatique E uniforme, donc entre les deux armatures métalliques. Alors, résultat à connaître absolument par cœur, lorsque nous avons un condensateur plan constitué donc de deux armatures métalliques chargées, entre ces deux armatures métalliques chargées, il va régner un champ électrostatique E uniforme, hein, même valeur, même sens, même direction, quel que soit le point de l'espace que l'on considère. Et autre résultat fondamental, le champ électrostatique E est toujours orienté vers le sens des potentiels électriques décroissants. Donc là, on constate que les hauts potentiels sont situés plutôt à gauche, hein, le signe plus, et le potentiel va décroître de la gauche vers la droite jusqu'à atterrir vers des potentiels négatifs. Donc, le champ électrostatique est toujours orthogonal, hein, tout le temps. Donc alors là, je vais dessiner un représentant, hein, uniquement un représentant du champ électrostatique E, donc toujours orthogonal par rapport aux deux plaques du condensateur plan, et donc orienté vers le sens des potentiels électriques décroissants. Alors, que nous dit-on d'autre? On nous indique aussi que UPN, donc la tension électrique UPN, qui est par définition égal à Vp moins Vn, c'est-à-dire plus 600 volts moins le potentiel électrique de la plaque N, donc moins 600, ce qui fait effectivement moins et moins plus, ce qui fait effectivement, comme le dit l'énoncé, 1200 volts. Alors ça aurait pu être une question, hein, posée par l'énoncé, sachant que Vp et Vn sont donnés, il aurait pu être possible de demander à un élève de calculer UPN, hein, donc Vp moins Vn. Mais là, c'était indiqué dans le sujet 1200 volts. Alors, que nous dit d'autre, quelle information contient l'énoncé? On charge alors la bille de plomb, hein, la bille de plomb précédente, en électricité statique. Du coup, cette bille de plomb va posséder une certaine charge électrique qu'on note Q, qui est égale à 2,50 microcoulombs. Question 2.1. Sachant que la valeur du champ électrostatique E entre les deux plaques est de 600 volts par mètre, nous allons faire une petite analyse des unités par rapport
aux formules que nous allons écrire pour voir si elles sont valables. Déterminer la distance grand D qui sépare les deux plaques. Donc effectivement, c'est un paramètre essentiel lors de l'étude d'un condensateur plan, la distance grand D qui sépare les deux armatures planes d'un condensateur plan. Alors, comment répondre à à ce type de questions? Alors bon, là, la réponse est assez commune, hein. Il s'agit d'utiliser une formule qui a été vue en cours, hein, qui permet donc de calculer la valeur du champ électrostatique E. E est égal à, alors UPN. Alors d'ailleurs, on va voir au niveau des unités, on sait que E s'exprime en volts par mètre, hein, c'était écrit dans le sujet. Donc si on doit écrire une formule, elle doit être conforme à cette unité, la volt par mètre. Ben, la formule qu'on a vue en cours est comment dire, est compatible, hein. UPN divisé par la distance qui sépare les deux plaques. Donc ici en volts, et là une distance en mètres dans le système international. Donc effectivement, ça c'est une formule qui a déjà été rencontrée. Alors, que nous donne l'application numérique? Donc 1200 volts divisé par la distance grand D qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, comment faire pour obtenir grand D? Donc, grand D égale UPN fois 1 divisé par E. UPN fois 1 divisé par E. Et donc, ça va nous donner UPN 1200 volts divisé par E qui est donné 600 volts par mètre. Et donc, on trouve une distance qui sépare les deux plaques qui vaut 2 mètres, 2,00 mètres, donc avec 3 chiffres significatifs, conformément aux données de l'exercice. Alors, question suivante, la question 2.2. Alors, que nous demande-t-on? Calculer la force, sous-entendu la valeur, hein, calculer la valeur de la force électrique ou électrostatique Fe que subit la bichargée entre ces deux plaques. Alors, ce n'était pas précisé dans le sujet de représenter le vecteur force, mais effectivement, je vais représenter par exemple la bille lorsqu'elle se trouve là. Ça peut être une sous-question, moi j'en profite de cette capsule vidéo pour dessiner le vecteur force. Alors, quelle est la formule que l'on a à disposition? Donc nous, on connaît la formule suivante. Voici la relation vectorielle que l'on a dans le cours. Fe égale donc à la valeur de la charge électrique de la bille, qui est notée grand Q dans le sujet, multiplié par E. D'accord? Alors, on a l'information suivante. On sait que la charge Q est positive. D'accord? Plus 2,50 microcoulombs. Je le note ici. 2,50 microcoulombs. Donc c'est positif. Du coup, on peut dire que le vecteur FE et le vecteur E vont être deux vecteurs collinéaires et dans le même sens. Du coup, on va pouvoir compléter notre petit schéma. D'accord? Je le note ici. Je vais représenter le vecteur force électrostatique FE. Donc il faut que je dessine un vecteur qui est collinéaire à E, donc la même direction, et dans le même sens. Alors l'échelle est arbitraire, donc je dessine une longueur arbitraire. Et là je note FE. Donc voici de la manière dont est orientée la force électrostatique FE. Alors je vais noter ici FE. Alors, je retire le câble. FE. D'accord? Et donc là, il faut calculer la valeur. Donc s'il faut calculer la valeur, hein, donc c'est sans les vecteurs. Ça va nous donner, du coup, je renote ici, la valeur de FE est égale donc à la valeur absolue de la charge multipliée par E. Parce que la valeur d'une force est toujours positive.
Et donc, ça va nous donner Fe égale, alors, 2,50, alors 2,50 microcoulombs, micro c'est 10-6, multiplié par la valeur du champ électrostatique E qu'on peut retrouver dans le sujet. Donc dans le sujet, pour E, il est donné 600 volts par mètre, donc multiplié par 600. Et donc, je vous laisse effectuer le calcul et retenir donc le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. On trouve 1,50 multiplié par 10 puissance moins 3 newtons. Donc voilà pour la valeur de la force électrostatique. Question suivante. Donc il s'agit de la question 2.3. Alors la question 2.3, que nous demande-t-on? Comparer cette force, donc la force électrostatique, au poids P de la bille. Peut-on négliger la force électrostatique par rapport au poids P? Alors là, c'est une question assez classique lorsqu'il s'agit de comparer deux grandeurs en physique. Donc il suffit juste de calculer le rapport de ces deux grandeurs. Voilà, à chaque fois qu'on nous demande de comparer la valeur de deux forces, par exemple, en physique, ben, il faut effectuer le rapport de ces deux grandeurs. Donc là, on nous demande de comparer le poids P, la valeur du poids P avec la valeur de la force électrostatique. Donc le poids P, c'est m fois g. Et la valeur de la force électrostatique a été calculée précédemment. Alors, la masse de la bille est de 50 grammes, ce qui nous donne 0,50 kg multiplié par 9,81 divisé par 1,50 fois 10 puissance moins 3. D'accord, c'était la valeur qui avait été trouvée précédemment. Et là, on trouve donc, pour ce rapport-là, on trouve avec deux chiffres significatifs, on trouve 3,3 fois 10 puissance 2. Alors, ça ne possède pas d'unité, hein, parce que ici, c'est en newton, et là, c'est en newton. Donc, en général, lorsqu'on effectue le rapport de deux grandeurs de même nature, effectivement, le résultat obtenu ne possède pas d'unité. Donc, on trouve 330. Ça signifie que le poids P est 330 fois plus important en valeur que la force électrostatique. D'accord? La force électrostatique est 330 fois plus faible que le poids P. Donc, effectivement, on peut considérer que par rapport, donc je remets le sujet. Donc, on a vu dans la partie 1, hein, on a vu dans la partie 1 que le pendule simple oscillait. Donc, il n'y avait pas le champ électrostatique E. Le pendule simple oscillait sous la seule influence du poids P. Donc là, on a rajouté un champ électrostatique E qui a pour conséquence donc une force électrostatique E. Mais finalement, on vient de démontrer là dans cette question que l'influence de la force électrostatique Fe ne va pas être phénoménale hein, par rapport au poids P. Donc on peut considérer que le mouvement du pendule va essentiellement être régi, donc le mouvement du pendule simple, hein, malgré la présence du champ électrostatique E, le mouvement du pendule simple va essentiellement être régi par le poids P. Tout comme ce qui s'était produit dans la partie grand 1, hein, où on avait uniquement le pendule simple qui baignait dans le champ de pesanteur G. D'accord? Donc le champ électrostatique E va influencer très peu le mouvement du pendule simple. Alors, question suivante. Alors, je note la question 2.4. Alors, je remonte. Alors, que nous demande cette question 2.4? Déterminer l'expression, donc c'est avec des lettres, déterminer l'expression du travail de la force électrique en fonction de D. Donc, la distance, donc ce qui est appelé petit d, dans le sujet, c'est la distance entre A et B. Donc cette distance-là, je vais la dessiner.
cette distance-là en pointillé, hop, 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 je déporte. Cette distance-là, par rapport à la question, elle est notée petit d. Donc déterminer l'expression du travail de la force électrique en fonction de petit d, la distance entre A et B, Q et E. Donc dans l'expression littérale, il doit y avoir la lettre D, la lettre Q, la lettre E. Donc lorsque la bille va de A à B. On considérera que l'altitude de A et celle de B restent strictement identiques malgré le champ électrostatique E. Donc effectivement, hein, ça revient, alors je vais mettre le vecteur ici quand même. Donc effectivement, malgré la présence du champ électrostatique E, hein, comme on l'avait dit dans la première partie du sujet, l'altitude du point A et l'altitude du point B est la même. Alors comment répondre donc à cette question? C'est pas très compliqué, hein. On va écrire une petite formule que l'on a vue. Alors on va noter la formule suivante. Donc le travail de la force, donc il nous est demandé de calculer le travail de la force électrostatique de la bille chargée lorsqu'elle va de A vers B. C'est ça? Alors, on va citer beaucoup de résultats qui sont à notre disposition. Donc effectivement, lorsque la bille va de A vers B, la force électrostatique, le vecteur donc est toujours orienté de la même manière, hein. Je vais représenter un représentant ici. Donc hop. Donc il faut imaginer le vecteur force électrostatique qui se déplace le long du trajet AB. Donc ici, après ici. Donc on dit que la force électrostatique effectue un travail. D'accord? Or, le résultat fondamental qui a été établi, c'est essentiel d'ailleurs dans cette question-là. Donc la force électrostatique appartient à la catégorie des forces qu'on appelle les forces conservatives. Donc finalement, le travail de la force électrostatique pour aller de A vers B donc, ne va pas dépendre du chemin que l'on suit pour aller de A vers B. Donc on peut suivre ce chemin-là, ou alors on peut faire travailler le vecteur force FE sur ce trajet-là. Donc je le note. Donc ce trajet-là. Donc c'est équivalent. On a le droit, donc je répète, hein, pour calculer le travail de la force électrostatique FE, qui est une force conservative pour aller de A vers B, on peut suivre ce chemin-là ou on peut suivre celui-là. D'accord? Donc je vais noter le résultat suivant. Donc la définition, c'est FE scalaire, donc c'est pas multiplié, c'est un scalaire, vecteur AB. Donc le vecteur AB, il est là. Donc le vecteur AB, il est là. Donc FE, il est là, vecteur AB. Et ce qui va nous donner donc, je poursuis, la valeur de FE multipliée par la valeur de la distance AB, positive, multipliée donc par le cosinus de l'angle alpha, avec alpha qui est égal à l'angle orienté entre le vecteur AB et le vecteur FE. Que vaut cet angle? Que vaut l'angle alpha? Donc que vaut l'angle ABFE? Regardons dans le schéma. Je note.